On voit les barrières dans les trajectoires des étudiantes et étudiants, mais comment est-ce qu'elles se reproduisent dans le quotidien? Alors la diversité du groupe estudiantin génère aussi, ou en tout cas s'accompagne d'une diversité de ressources à disposition. Et puis vous aurez certainement lu la presse cette semaine, on voit revenir à l'agenda la question des ressources économiques des étudiants et de leur impact croissant sur les conditions d'études et la capacité donc à étudier dans de bonnes conditions. Donc ça c'est la première dimension, on a une variabilité de ressources économiques importantes qui affectent l'expérience étudiante, mais il y a aussi d'autres types de barrières. Et ces barrières, souvent, on les identifie pour ces étudiants qu'on appelle de la première génération. Ceux dont les familles n'ont pas les clés du fonctionnement universitaire, ceux qui ne connaissent personne, qui ont fait des études avant eux et qui arrivent donc à l'université vierges des savoirs indigènes propres à la culture étudiante. On peut penser, par exemple, si je reviens à ma propre expérience, je suis une première génération et je me souviens de l'année où j'entre à l'université. J'attends que l'université m'envoie un courrier pour m'indiquer quel jour, quelle heure a lieu la rentrée. Résultat, je commence les cours après 2 semaines, ou plutôt 2 semaines après tout le monde, parce que ce courrier n'arrive jamais. C'est pas comme ça que fonctionne l'université. Donc on voit bien comment un certain nombre d'implicites qu'on retrouve ici chaque année auprès des premières années, qui s'étonnent de voir leurs enseignants arriver avec 15 minutes de retard systématiquement aux cours qui sont censés commencer à l'heure. Et ça, ce sont des petits savoirs discrets, mais qui génèrent ou non un sentiment d'appartenance et d'être à sa place. Et donc ça vaut pour la capacité à se repérer sur le campus, pour le choix des cours, pour la capacité d'organisation du temps, de préparation aux examens, pour la compréhension des consignes et pour un peu ce curriculum caché qui est toujours plus ou moins présent dans l'espace éducatif. En parlant de compétences universitaires, quelles sont les compétences à développer pour réussir à l'université? Et vous parlez de curriculum caché. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors le curriculum caché, ce sont tous les implicites de la formation universitaire. Ça passe par les horaires, dont on a vu que la forme ne correspond pas à la mise en œuvre. Ça passe par la compréhension des modalités d'évaluation. Est-ce qu'un QCM est à point négatif ou pas et comment ça impacte les stratégies de réponse qu'on doit développer à l'examen. Ça passe aussi par la question du rapport au temps. Et le rapport au temps est une compétence assez invisible qui a eu un impact fort sur la façon dont on vit ses études. Typiquement, si on attend 2 semaines avant les examens pour se mettre à réviser les cours et qu'on n'a assisté qu'à la moitié des cours parce que la liberté académique telle qu'elle est interprétée par les étudiants consiste à ne pas nécessairement assister aux séances, on va certainement rencontrer des problèmes au moment des examens. Donc oui, les compétences, c'est le rapport au temps, la capacité d'organisation qui n'est pas donnée, avec un temps beaucoup plus diffus, dilué, beaucoup plus élastique que ce qu'on peut avoir expérimenté précédemment quand on sort notamment du gymnase. Et ces compétences, elles impliquent un travail sur l'autonomie, la conscientisation des attendus, leur décryptage, et donc elles induisent par effet de porosité, une capacité à interagir avec les autres étudiants, à identifier les sources d'informations pour compléter celles qui sont données en cours par les enseignants. Et comment est-ce qu'on peut assurer le développement des compétences académiques, universitaires, de manière inclusive? En 2 mots, en tant qu'enseignant, en explicitant absolument tout. Sur la forme, sur le fond, les attendus, les contenus, en diversifiant les façons de présenter l'information. Et puis en proposant aux étudiants des mises en situation d'évaluation pour leur permettre de s'approprier cet espace-là également. En sociologie et en psychologie sociale, on parle aussi de violence symbolique et de syndrome de l'imposteur comme des phénomènes d'exclusion. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et surtout comment est-ce que cela fonctionne? Alors le syndrome de l'imposteur, ça consiste à ne pas se sentir à sa place, à de penser qu'on n'a pas les compétences pour occuper la place où on se trouve. Et c'est quelque chose qui va concerner plus souvent les femmes et les personnes issues de groupes sociaux plutôt défavorisés ou minoritaires. Donc ce syndrome a des effets sur notre capacité d'engagement. Si on ne se sent pas à sa place, c'est difficile de trouver les ressources pour adhérer au projet collectif.
La violence symbolique, elle renvoie à l'arbitraire culturel, au fait d'être confronté à un univers dans lequel les références ne sont absolument pas les nôtres, où rien de nos expériences n'est valorisé, où la culture de son groupe d'origine n'a pas place. Et de ce point de vue-là, cela conduit aussi à un éloignement, à une distance de fait avec la culture valorisée dans l'espace scolaire et donc à un plus grand travail pour réaliser son engagement. Donc oui, on a un effet de ces dynamiques sur l'inclusion et sur la capacité à produire de la diversité à l'université. Comment cela s'exemplifie dans le quotidien ou... Concrètement, on pourrait se dire que la violence symbolique, c'est le renvoi de la responsabilité à l'individu. Imaginez que vous êtes le seul de votre groupe social à étudier dans votre filière d'études, que personne ne vous ressemble, que votre famille ne connaît pas l'université, vos amis non plus, vous n'avez pas de référence. Comment comprendre comment fonctionnent les autres, comment interagir avec eux alors qu'ils se connaissent d'avant et d'ailleurs, comment ne pas croire ce que l'on vous dit, à savoir que vous êtes seul responsable par votre travail de votre réussite scolaire. Et ça, c'est de la violence symbolique. Faire croire aux individus que tout repose sur leurs épaules alors qu'un certain nombre de dimensions leur échappent. Qu'est-ce que vous proposez pour surmonter ces barrières symboliques? Je crois que la première chose, c'est de rendre compte de leur existence. Quand les étudiants s'aperçoivent que ces barrières existent, qu'ils ne sont pas les seuls à y être confrontés, que c'est une expérience collective qu'ils peuvent partager, ils arrivent à produire l'effort qui permet de les surmonter. Et puis, l'enseignement de la sociologie aide beaucoup de ce point de vue-là, parce que ça permet aussi de développer une réflexivité sur le pourquoi de son expérience, le pourquoi de son vécu, et donc de dépasser, d'une certaine façon, les déterminismes sociaux qui orientent les parcours. Et puis sur le campus, il y a énormément de ressources pour les étudiants. On peut penser aux services d'orientation et de conseil, on peut penser au centre de soutien à l'enseignement. Il y a également les conseillères aux études qui font un travail extraordinaire, les services de santé, voilà, les associations étudiantes qui sont aussi des sources d'information essentielles pour les étudiants. Donc un ensemble de dispositifs dont bénéficient les étudiants les plus éloignés de la culture et de la norme universitaire. On a aussi vu avec des épisodes comme la pandémie de Covid que la santé mentale des étudiantes et des étudiantes était un facteur de préoccupation pour leur trajectoire dans les autres écoles. Est-ce que celle-ci peut être une barrière à leur trajectoire dans l'enseignement supérieur, voire à leur réussite? Oui, bien sûr. La capacité d'apprentissage est intimement liée à la santé mentale, la capacité à organiser son temps de travail, à donner du sens à ses études, mais aussi à rencontrer d'autres étudiants, à s'intégrer sur le campus et donc à acquérir pleinement ce qui est nécessaire au métier d'étudiant. Comment l'enseignement supérieur peut-il prendre en compte la santé mentale de tous et toutes? Je pense que la réponse, elle est plus générale en fait aux modalités possibles de l'évolution de l'enseignement supérieur. On parle beaucoup de pression à la performance aujourd'hui dans les systèmes éducatifs. Réduire cette pression à la performance des élèves est extrêmement important aussi pour améliorer leur santé mentale. Ça passe probablement par une plus grande valorisation de l'apprentissage collaboratif, dont on sait qu'il soutient davantage l'acquisition des compétences. Ça passe également par la valorisation d'une diversité de trajectoires éducatif, scolaire, universitaire, au fait de ne pas réduire l'étudiant à sa seule expérience étudiante. On a un certain nombre de pays qui proposent d'accéder aux études universitaires à l'âge adulte, après avoir travaillé, après avoir fondé une famille ou en parallèle. Et donc l'idée de valoriser la diversité des expériences de vie et des trajectoires menant à l'université, ça me paraît susceptible de prendre en compte en fait ces enjeux de santé mentale. Et puis de façon peut-être plus technique, ne plus avoir ces échecs définitifs qui pèsent tant sur les étudiants, qui les fragilisent aussi dans leur rapport aux études, ça me paraît quelque chose d'important. Comment est-ce que les enseignantes et les enseignants peuvent faciliter l'identification et l'inclusion de tout le monde dans la communauté universitaire? Alors j'ai déjà mentionné certains éléments. Je pense que le recrutement d'un corps enseignant qui soit représentatif de la diversité sociale et de celle du corps estudiantin, c'est une première piste. On a aussi la question des curricula, des exemples mobilisés dans les cours, faire en sorte que chacun se sente représenté dans les savoirs enseignés et dans les exemples mobilisés. Et puis valoriser la diversité des trajectoires étudiantes et des savoirs estudiantins.
Par exemple, dans un des cours que je donne en master, on a un public très diversifié avec un certain nombre de personnes qui sont enseignantes primaires, des étudiants en sciences du sport et des étudiants en sciences sociales. Et donc, on organise les groupes de travail de façon à mettre en discussion, à mettre en dialogue leurs compétences, de façon à ce que chacun puisse apporter aux autres et transmettre aussi les savoirs acquis dans le cadre de leurs études antérieures ou de l'exercice d'une activité professionnelle. Et ça fonctionne vraiment très bien. Est-ce que les technologies numériques que l'on voit de plus en plus depuis la pandémie de Covid favorisent l'accessibilité et l'inclusion de tout le monde à l'université? Bonne question. Alors d'un côté, on peut se dire, pour des étudiants qui sont parfois malades, qui ont d'autres contraintes familiales, professionnelles, pouvoir accéder aux cours en dehors des heures de cours est certainement une ressource. De ce point de vue-là, il n'y a pas vraiment de doute. En revanche, l'accessibilité un peu universelle des cours est aussi un piège pour les étudiants les plus éloignés de la culture universitaire, parce que cela se prête assez mal à l'organisation du temps de travail. Donc on se retrouve avec des étudiants qui parfois en fin d'année ont une liste sans fin de cours à voir parce qu'ils ont remis à plus tard le fait d'aller en cours. Et ça pose un vrai problème en termes de réussite universitaire auquel on peut pallier par exemple en laissant le cours ouvert mais simplement pour 10 jours. Ce qui donne un cadre en fait. Plus on est éloigné de la norme universitaire, plus on a besoin d'un cadre explicite pour organiser notre travail. Et donc le fait de donner des temporalités, d'associer la disponibilité des cours à des temporalités, ça aide les étudiants à s'approprier les savoirs. Et puis on peut aussi réouvrir pendant la période des révisions, mais peut-être ne pas toujours l'annoncer tout de suite aux étudiants pour que ce soit vraiment une ressource en dernier recours et pas quelque chose sur quoi on attend pour préparer les examens. Si vous deviez prodiguer des conseils très pratiques à vos collègues enseignantes et enseignants pour comprendre et appliquer de manière plus concrète les concepts d'accessibilité et d'inclusion, quels seraient-ils? Alors, j'ai pas du tout la prétention d'avoir des recettes toutes prêtes, transposables, ni d'expliquer à mes collègues comment faire les choses, mais peut-être que je peux juste partager ce qui m'est utile dans mon expérience d'enseignante. La première chose, c'est d'identifier qui sont les étudiants auxquels j'enseigne. Donc de ce point de vue-là, j'aime bien regarder un peu les statistiques offertes par l'Université de Lausanne pour caractériser les profils étudiants, regarder sur Sylvia Acad dans quelle filière ils sont inscrits, et puis souvent je fais passer un petit WooClap avec quelques questions sur l'origine géographique, sociale, linguistique, les citoyennetés, qui me permettent d'avoir une vision un petit peu plus fine. Et derrière, je m'en sers pour mobiliser des exemples dans les cours, pour être sûr que ce que j'enseigne permet à chacun de s'identifier et donc de comprendre ce que je raconte et de mémoriser le plus facilement possible les savoirs enseignés. Et puis d'un point de vue pédagogique, j'essaye de multiplier les supports auxquels ont accès les étudiants, donc évidemment les PowerPoint, les cours, mais aussi des articles associés, des podcasts, des articles de presse, etc. Ou des bandes dessinées aussi qui viennent de plus en plus soutenir les productions de recherche. Donc multiplier les supports pour permettre à chacun de trouver l'alimentation qui lui convient le mieux, en quelque sorte. Et puis dans les grands cours, quand un étudiant pose une question, j'aime bien demander à d'autres étudiants d'y répondre. Ça leur permet de reformuler, d'entendre d'autres voix. Donc j'essaye d'avoir un peu d'interactivité, même quand les étudiants sont quelques centaines. Et puis, oui, faire circuler la parole, reformuler, ça me paraît vraiment important, laisser des temps de silence. Et puis, globalement, en tant qu'enseignante, réfléchir à pourquoi je fais les choses comme je les fais. Pourquoi je construis le curriculum d'une certaine façon, pourquoi les évaluations sont pensées sur un certain modèle. Et ça, je pense que cette réflexivité, globalement, tout le monde y gagne. On a cité plusieurs fois la notion de réflexivité, elle est bien connue dans les sciences sociales, mais qu'est-ce que c'est exactement? Alors pour moi, c'est d'abord un instrument de lutte contre le curriculum caché. C'est le fait de réfléchir à nos pratiques, que ce soit en tant qu'enseignant ou en tant qu'étudiant, comment je fais les choses, pourquoi je les fais comme ça, avec quelle finalité et avec quels effets. Et puis c'est aussi se dire que le point de vue qu'on a sur une situation, il est situé. Et que la façon dont on fait les choses, elle dépend d'un certain nombre de caractéristiques qui sont spécifiques à chacun et qui orientent notre façon de faire les choses. Et le fait de déconstruire cela, cela permet de donner les clés à ceux qui occupent une position différente dans la sphère sociale. Nous avons bien mis en lumière les différents enjeux et défis historiques, mais aussi plus contemporains, de l'accessibilité et de l'inclusion dans l'enseignement supérieur à travers cette focale sociologique. Merci beaucoup Gaëlle pour votre contribution et vos éclairages. Merci à vous d'avoir donné de la place à cet enjeu tellement important. À nous maintenant de les mettre en pratique de manière concrète et accompagnée. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo sur l'accessibilité et l'inclusion du projet P8 Digital Skills.